Au nord-ouest de l'Europe, la péninsule scandinave s'étend bien au-delà du cercle polaire arctique. Sur sa frange occidentale, l'immense presqu'île intègre la Norvège, un pays grand comme les 2/3 de la France. Les côtes très découpées et de nombreux lacs intérieurs résultent de l'érosion glaciaire. Il y a 30 000 ans, la glace couvrait la Norvège. En fondant, elle creusa des vallées souvent remplies par la mer. À partir du littoral, le relief prend vite de la hauteur. Le tiers du territoire dépasse 600 mètres d'altitude et le point culminant atteint près de 2500 mètres. D'importantes ressources sont tirées de la forêt qui couvre le quart du pays en se raréfiant vers le nord. En Norvège, l'eau ne manque pas. Son usage est pourtant sévèrement contrôlé. L'eau est un patrimoine national alimenté par plus de 1600 glaciers. Le Gulf Stream réchauffe le climat alors que l'on se trouve à la latitude de la Sibérie. La Norvège est le plus septentrional des pays européens. Vers le Cap Nord, le jour est quasi permanent en été, alors qu'entre novembre et janvier, la nuit n'en finit pas. La latitude et le relief organisent la répartition des espèces végétales et animales. Le recul des glaces a entraîné le déplacement de certaines espèces vers le nord, comme les rennes. Leurs troupeaux y vivent à l'état semi-domestique. Des animaux très différents composent la faune sur les 2000 km de la façade océanique. La monarchie est la clé de voûte du pays. Le royaume se double d'une démocratie fondée en 1814 par l'une des plus anciennes constitutions d'Europe. Un siècle plus tard, le droit de vote était accordé aux femmes, 30 ans avant la France. L'égalité homme-femme est en marche. À la naissance d'un enfant, le père dispose de 5 semaines de congé. Au point de vue ethnique, les Norvégiens sont en majorité d'origine germanique, sauf la minorité des Lapons, ou Samis, au nord du pays. L'immigration assure aujourd'hui la moitié de la croissance démographique. Bien adapté à l'environnement, l'habitat rural se fond dans le paysage. Mais les techniques traditionnelles font place petit à petit à des méthodes plus efficaces. Quelle que soit la catégorie sociale, l'habitat subit un climat très contrasté. Au froid mordant succède la douceur estivale. La maison doit se protéger tout en laissant pénétrer la lumière. La culture norvégienne peut paraître parfois hermétique, mais elle a fait le tour du monde. La Norvège a donné de grands noms à la musique. Beaucoup ont été marqués par les mélodies populaires. 85% des Norvégiens appartiennent à l'Église d'État protestante de confession luthérienne. Les trolls sont issus de la culture populaire. Ils sont laids, espiègles, pas toujours très malins, mais ils ont du charme et surtout ils sont irremplaçables. La Norvège occupe le 3e rang mondial des pays exportateurs de pétrole brut. C'est aussi le 4e exportateur de gaz au monde. La quasi-totalité de l'électricité est d'origine hydraulique, une énergie peu coûteuse exploitée par l'industrie du papier, très gourmande en bois. Il faut 3,5 tonnes d'arbres pour 1 tonne de papier. La forêt laisse peu de place à l'agriculture, qui n'occupe que 5% de la population active. Le bétail prend parfois des libertés en dehors des alpages de la moyenne montagne. L'industrie de la pêche en Norvège regroupe l'élevage de poissons et la pêche traditionnelle. Toutes les côtes sont concernées par cette activité dont le chiffre d'affaires est le 2e à l'exportation. Les découpes du littoral et l'omniprésence des montagnes imposent des infrastructures adaptées.
Avec plus de 24 km et demi, le tunnel de l'Herdal est le plus long du monde. Partout en Norvège, on s'applique à pouvoir joindre un point à un autre. Malgré les distances et les obstacles naturels, peu d'endroits sont inaccessibles. Une des conséquences, la fréquentation touristique est en hausse constante. La vocation de la Norvège tient dans son propre nom, d'origine viking. Le mot Norvègre signifie le chemin du Nord. Au sud-est du pays, Oslo est la capitale. La ville est établie à l'extrémité d'un fjord qui s'avance dans les terres sur 100 km. Une quarantaine d'îles émergent dans les environs et plus de 300 lacs fournissent en partie l'eau d'une cité verdoyante. La ville a longtemps vécu dans l'ombre des autres capitales scandinaves. Elle s'est développée lentement pour mériter son statut. Aujourd'hui, Oslo compte près de 550 000 habitants, mais sa densité est bien moindre que celle des autres grandes villes européennes. Créée au XIe siècle, Oslo a conservé peu de vestiges d'un passé lointain, à l'exception des trolls qui traversent les époques. Les témoignages d'un passé bien vivant appartiennent à la culture. Impossible de manquer le grand nom du théâtre et enfant du pays, Henrik Ibsen. Oslo a porté le nom de Christiania pendant 3 siècles, en l'honneur du roi Christian IV qui reconstruisit la ville ravagée par un incendie. Devant le Slottet, le palais royal, la garde est vigilante. Il n'est pas interdit d'encourager les militaires. En tout cas, l'avenir est assuré. 2 autres bâtiments, 2 autres symboles des institutions. Le Storting, qui abrite le Parlement, et l'Hôtel de Ville, où est remis chaque année le prix Nobel de la paix. Oslo est une vieille ville portuaire, mais le temps passe et les activités évoluent. Les anciens docks d'Aker Brygge ont été reconvertis. L'architecture industrielle a été réhabilitée et le quartier est devenu l'un des plus chics de la capitale. La Norvège était considérée comme le pays le plus pauvre d'Europe en 1920. Grâce au pétrole, ses revenus montèrent en flèche à partir des années 1970. Un boom immobilier suivit et l'apparence des lieux changea complètement. Au sud-ouest de la capitale se dessine la presqu'île de Bygdøy. On y raconte quelques belles pages de l'histoire passionnante qui unit la mer et la Norvège. Dans un musée se dresse un bateau devenu légendaire, le Fram. À son bord, plusieurs explorateurs norvégiens s'illustrèrent. Roald Amundsen fut le premier à atteindre le pôle Sud. Le navire était d'une robustesse à toute épreuve. Ce bateau est étonnant. Il est hors norme car il a été construit pour résister à la pression de la glace dans les régions polaires, là où la pression des glaces est vraiment très forte. Le bois à l'avant du bateau a une épaisseur de 80 cm. C'est du bois de chêne, donc un bois très solide. Dans un autre musée est exposé le Kon-Tiki, le radeau de l'ethnologue Thor Heyerdahl. Sur une frêle embarcation de bois, le scientifique et 5 compagnons traversèrent l'océan Pacifique. Il voulait démontrer sa théorie selon laquelle les Incas voyageaient déjà entre l'Amérique latine et la Polynésie.
Ils voulaient aussi prouver qu'ils utilisaient des bateaux en paille pour traverser l'océan, malgré les énormes distances. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road, take me home to the place I belong. Dans une ancienne gare, fut installé en 2005 le Centre Nobel pour la paix. Il porte le nom d'Alfred Nobel, l'industriel suédois à l'origine des fameux prix. Le prix Nobel de la paix est le seul des 6 prix qui soit remis à Oslo. Bente Eriksson, directrice, explique. La Norvège était plus démocratique que la Suède. C'était une petite sœur pour la Suède. Et on trouvait normal qu'elle ait aussi son prix Nobel à attribuer. De plus, Alfred Nobel avait beaucoup d'estime pour l'auteur norvégien Bjørnstjerne Bjørnson, et il a voulu rendre hommage à son pays. Le 17 mai est jour de fête nationale en Norvège. C'est la date de l'adoption de la Constitution. Pour la circonstance, on revêt les costumes traditionnels qui portent bien haut les couleurs des différentes régions. Richement brodés, les habits de fête annoncent la floraison. C'est aussi la fête du printemps, même si le soleil n'est pas toujours au rendez-vous. Petit à petit, le défilé du 17 mai s'est transformé en une grande fête populaire. Le drapeau rappelle celui du Danemark, car les deux pays ont longtemps été unis. Les élèves de l'enseignement secondaire défilent, eux aussi. Ceux qui sont en classe terminale sont habillés de rouge. La famille et les enfants ont influencé le sculpteur Vigeland. Un parc a été mis à la disposition de l'artiste qui a suivi les cours de Rodin à Paris. Plus de 200 sculptures sont rassemblées ici. Taillé dans un bloc de pierre, le monolithe suscite la réflexion sur l'existence et le destin de l'homme. Dans le sud de la Norvège, le Surlende, la terre est en partie dédiée à l'agriculture. La région bénéficie d'un climat plus favorable que dans le reste du pays. La forêt répond aussi à différents besoins. Les castors coupent les troncs d'arbres pour construire leur habitat. Les rongeurs sont d'ailleurs imités par les hommes, qui ont appris à utiliser le bois de multiples manières. Entièrement réalisées en bois, certaines églises, dites en bois debout,
Les Stavkirke remontent au début du XIe siècle. Leur décoration évoque souvent les dracars des Vikings. Un canal traverse le massif montagneux du Telemark au sud du pays. Il a fallu plus d'1 siècle pour creuser la roche sur une centaine de kilomètres. Le parcours est ponctué d'écluses pour franchir le dénivelé et atteindre la mer du Nord. Le long de la côte sud, plusieurs villes étonnent par la blancheur de leurs maisons en bois peint. De véritables villes blanches. Certaines maisons remontent au XVIIe siècle. Mais beaucoup ont été détruites par des incendies à répétition. La vie sur la côte est naturellement tournée vers la mer. La côte est bordée par une grande quantité d'îles. Les maisons communiquent directement avec l'eau et chaque famille possède son propre bateau. C'est le mode de transport le plus naturel sur le plan pratique et sur le plan loisir. C'est important pour les gens d'utiliser leur bateau pour les vacances. Et comme ils vivent ici sur les petites îles, ils utilisent aussi leur bateau pour aller en ville ou faire de petites croisières le long de la côte. L'eau fait partie du décor en Norvège. Sur la côte ouest, elle occupe une place spectaculaire. Elle pénètre la terre sur de longues distances en comblant les fjords. Le fjord est une vallée creusée par le déplacement d'une énorme masse de glace. À la fin de la période glaciaire, il y a 10 000 ans, le niveau des océans est monté et les fjords se sont remplis d'eau de mer. La mer est remontée parfois très loin. Le plus long fjord de Norvège s'étire sur 204 km. Le fjord n'est pas seulement rempli d'eau de mer. Il est aussi alimenté par l'eau douce des rivières et par la fonte des neiges. L'eau douce ne se mélange pas à l'eau salée. Plus dense que l'eau de mer, elle occupe les profondeurs du fjord. Protégée par les reliefs, la ville de Bergen apparaît sur la côte. La deuxième ville de Norvège a été fondée au XIe siècle derrière un port très actif. La Hanse, la puissante ligue marchande d'origine allemande, établit ses comptoirs au milieu du XIVe siècle dans le quartier de Bryggen. Les quais sont bordés de maisons en bois. Leur forme caractéristique se retrouve dans toutes les villes où la Ligue était présente. À l'arrière des immeubles se trouvaient les entrepôts. Les marchandises étaient hissées aux étages supérieurs à l'aide de poulies. Beaucoup de constructions ont été détruites par les incendies qui ont ravagé la ville à différentes reprises. La peur du feu était si forte que l'on ne chauffait pas toujours les maisons. La plupart des édifices ont été soigneusement restaurés en faisant appel aux techniques de l'époque, notamment pour l'assemblage des poutres. Autour du vieux port de Bergen, la vie est toujours aussi animée. Sur la place du Torget se tient le marché aux poissons. Au Moyen-Âge, Bergen contrôlait déjà le négoce du poisson le long des côtes. Pas étonnant que la Norvège ait été le premier pays au monde à créer un ministère de la pêche. Les maisons médiévales tournent leurs ouvertures vers la mer. Elles profitent de la situation géographique de la ville, bien abritée des vents du large.
La température ambiante doit aussi sa douceur aux eaux du Gulf Stream. Sur la route du Cap Nord, le port de Bergen a vu le nombre des passagers transportés doubler en 5 ans. Mais c'est dans le domaine du fret que la progression est la plus forte. Si l'on considère le tonnage des marchandises, le port de Bergen occupe le 3e rang européen. Même dans la ville moderne, les références au passé sont bien visibles et les influences germaniques sont perceptibles. Plan rationnel, rigueur et symétrie caractérisent l'architecture. Par ses lignes et ses couleurs, l'ensemble manque un peu de fantaisie, mais l'austérité n'est qu'une façade. Bergen est une ville universitaire animée. Son histoire est bien remplie et des lignes très variées évitent la monotonie architecturale. Les statues font la jonction entre les différentes époques de la ville. Le dynamisme de Bergen a toujours été bien réel, à la fois au niveau culturel et au niveau économique. Il ne faut pas oublier que la Norvège est un des plus riches pays au monde. Prudemment, on garde tout de même un œil sur les fantômes d'une éventuelle récession. Dès le Moyen-Âge, Bergen était ouverte sur le monde. La diversité de l'architecture montre à quel point les influences se sont mélangées. Faute de place, la ville a dû gravir les montagnes environnantes. Le style des maisons et les matériaux de construction restèrent fidèles à ceux qui avaient été utilisés à proximité du port. Mais la déclivité posait des problèmes aux attelages sur les pavés glissants. Certains pavés ont été inclinés pour donner une prise aux sabots des chevaux. Les pavés glissants ne préoccupent plus personne quand l'été arrive. On se contente de savourer les rayons du soleil. Pour quitter Bergen, il faut emprunter les longs tunnels qui percent les montagnes avoisinantes. Au sud de la ville, une île insoupçonnée flotte en dehors du temps. Au milieu, surgit l'étonnante villa Lysøen. Avec son bulbe russe et ses arcades mauresques, la maison compose un audacieux mélange de styles. Elle a été imaginée à la fin du XIXe siècle par une célébrité nationale, Ole Bull, le violoniste virtuose. Un autre musicien, le plus connu des musiciens norvégiens, vécut longtemps dans une villa également proche de Bergen. Il puisa son inspiration dans la vie quotidienne et le folklore de son pays. Edvard Grieg est né à Bergen. La ville rend souvent hommage au grand pianiste et chef d'orchestre.
C'est dans la partie centrale que la Norvège atteint sa largeur maximale, 430 km. Un espace où se juxtaposent des paysages très différents, où l'eau est omniprésente. L'eau est étroitement liée au fjord. Le mot fjord est norvégien d'origine. Il signifie passe maritime ou chenal. Mais attention, d'un point de vue géologique, le fjord doit son existence à un glacier et à rien d'autre. Le bateau est souvent l'unique moyen de déplacement à l'intérieur du fjord, où la navigation est facile. Le fjord est un lieu très protégé. Par de hautes montagnes d'abord, ce qui empêche le vent de descendre à la surface de l'eau et de l'agiter. On est aussi protégé par rapport à la mer, car les vagues ne pénètrent pas dans le fjord. Un monde clos à l'accès limité, ce qui garantit aux riverains une grande tranquillité. Ici, on n'a pas l'habitude d'être dérangé. Les glaciers modifient le paysage norvégien en permanence. En fondant, le glacier descend lentement. Il rabote le sol et emporte avec lui une énorme quantité de débris. La glace est teintée de bleu parce que les molécules d'eau absorbent toutes les couleurs du spectre lumineux, sauf le bleu, qu'elle renvoie. Plus on gagne en altitude, plus la végétation se fait rare. Ainsi, on constate que l'érosion glaciaire n'a pas eu partout les mêmes effets. Les roches les plus dures ont résisté. Elles présentent toutefois des crevasses remplies d'eau lors de la fonte des neiges. Non seulement les fjords peuvent être longs, mais ils peuvent aussi être très profonds. Beaucoup sont accessibles aux bateaux à fort tirant d'eau. Le fjord le plus profond plonge à 1308 mètres. Mais peu importe la profondeur de l'eau pour les villageois, dont le seul souci est l'exiguïté des parcelles de terrain en raison du dénivelé, ce qui limite les cultures. Restent les pâturages. Les vaches ont de quoi se nourrir sans être obligées de brouter l'herbe des toits, qui sert à retenir la neige et à conserver la chaleur de la maison. C'est l'élevage des moutons qui fournit la laine, matière première de l'artisanat textile. Tissé, tricoté ou brodé, les motifs sont immuables. Les chemins escarpés ne découragent pas une race de cheval bien locale. C'est un cheval norvégien que l'on trouve dans les fjords. On l'utilise beaucoup ici, car il est très bon pour marcher dans les montagnes. Il sait où placer les sabots, il ne mange pas beaucoup, il est petit et il est fort. Vers le nord, le paysage évolue. La végétation perd en densité. Elle disparaît presque et met le relief en évidence. La forêt est toujours présente, mais les feuillus laissent progressivement la place aux résineux. La Norvège plante plus d'arbres qu'elle n'en abat. Et pourtant, l'industrie du bois constitue un des plus importants secteurs économiques du pays à l'exportation. Le bois est en grande partie transformé sur place. L'industrie du bois est très importante en Norvège. On exporte beaucoup pour les usines qui font du papier et aussi pour les journaux. La consommation de papier et de carton dans le monde augmente chaque année en moyenne de 3%. En direction du nord,
le territoire norvégien rétrécit inexorablement au profit de la Suède. À un moment, la largeur du pays ne dépasse pas 6 km. On comprend dans ces conditions que les Norvégiens misent tout sur la mer. Ålesund est le premier port de pêche de Norvège. En plus de la pêche traditionnelle, la mer ouvre un potentiel considérable à l'aquaculture. La Norvège est le premier producteur au monde de saumon d'élevage. D'abord, on prend les œufs de gros saumons, puis il faut de l'eau fraîche pour élever les petits saumons, les très petits saumons. Plus tard, on les lâche dans l'eau de mer. Plus au nord, le port de Trondheim existait déjà au temps des Vikings. La ville devint le siège d'un archevêché au XIIe siècle. Sa cathédrale forme l'un des plus beaux ensembles gothiques de toute l'Europe du Nord. La côte ouest de la Norvège est extrêmement découpée. Au départ de Bergen, une ligne maritime, l'express côtier, permet de déjouer les reliefs et dessert la côte jusqu'à l'extrême nord du pays. Et si l'on s'éloigne du continent, Ce sont les îles Lofoten que vous voyez. Les îles Lofoten s'alignent sur près de 200 km. Elles comptent parmi les plus vieilles masses rocheuses de la planète. On estime leur âge à 3 milliards d'années. Toujours grâce au Gulf Stream, les températures y sont plus élevées que sur le continent à la même latitude. En hiver, le thermomètre y indique parfois 20 degrés de plus qu'à l'intérieur du pays. Pendant l'été, les pêcheurs sont absents. Les robures, leurs bâtisses construites sur pilotis, sont vides. La belle saison a d'autres attraits. La lumière est magique. Elle prodigue de réels bienfaits. On aime beaucoup ces longues journées de lumière. Grâce à cela, on décide nous-mêmes quand la journée se termine et l'heure à laquelle on va se coucher. Les gens peuvent avoir des activités très tard. Il arrive même que l'on fasse du jardinage jusqu'à 3 heures du matin. La lumière jour et nuit, cela vous donne bien plus d'énergie. Au large des Lofoten, si l'on observe bien l'horizon, il arrive que la mer s'anime d'étranges façons. De fin mai à mi-septembre, des baleines se donnent ici en spectacle. Ces baleines sont parfaites pour l'observation. Elles mettent leur queue bien en évidence. C'est un très beau spectacle. L'hiver s'est installé sur les Lofoten et sur le nord du pays. Les précipitations, alors, sont fréquentes, mais le temps peut changer brutalement. La lumière est d'autant plus belle. La nature n'hiverne pas, en tout cas pas les oiseaux. Les plus actives sont les mouettes. Accrochées aux parois abruptes, elles fabriquent un nid en quelques jours avant de couver leurs œufs. Malgré la neige, la vie continue sur les îles. C'est la saison la plus active qui commence. Tout au long des mois d'hiver, les rorbures au bord de l'eau occupent une position bien pratique. Les maisons sont construites sur l'eau. Ainsi, c'est plus facile pour les pêcheurs d'accoster et aussi de charger à bord les filets et tout le matériel.
C'est ça la raison pour laquelle on a construit si près de l'eau. C'est parti. Direction les zones de pêche. Les pilotes, parfois, surprennent par leur âge. Je l'ai fait souvent. J'ai mon propre petit bateau. La première fois que j'ai piloté un bateau, c'était très compliqué. Mais maintenant, c'est différent. Entre janvier et mars, les Lofoten se consacrent à la pêche au skrei, au cabillaud. Le cabillaud est un gros poisson migrateur qui vit en banc dans l'Atlantique Nord. Au Moyen-Âge, le cabillaud était déjà une monnaie d'échange en Norvège. Sans faire partie de l'Union européenne, la Norvège respecte les quotas de pêche imposés par Bruxelles. Après avoir extrait les viscères et coupé la tête, les poissons sont attachés par deux. On pend les poissons ici. Ils restent suspendus 3 mois environ. Et après, ils sont complètement séchés. Une fois séché, le cabillaud prend le nom de morue, un poisson vital ici. Oui, je pense que s'il n'y avait pas eu de poissons, personne ne vivrait ici. La morue est le plus ancien produit d'exportation en Norvège. On l'accommode à toutes les sauces. Au-delà des Lofoten, en direction du nord, les influences continentales sont plus marquées. L'hiver exerce son emprise avec fermeté. Largement ouvertes, les vallées de montagne au nord de la Norvège sont plus accessibles au soleil que dans d'autres régions. Les journées semblent plus longues. La vie en bénéficie. Le mode de vie s'en ressent. La ville de Tromsø est l'une des plus nordiques du monde. Elle est traditionnellement surnommée le Paris du Nord. Même ici, les effets du Gulf Stream se font toujours sentir. Sur la côte, les eaux ne sont pas encore prises par les glaces. À l'intérieur, par contre, la rivière Alta est figée. Les habitations sont orientées vers le sud. En utilisant le manteau neigeux comme protection, et à condition de s'abriter du vent, la vie est possible dans un froid rigoureux. La neige et la glace sont les matériaux de construction d'un hôtel où la température doit rester inférieure à 0 degré, sans quoi le travail devrait être refait. On doit recommencer chaque année. On commence à construire début janvier. On travaille dur pendant 3 semaines. Et en 3 semaines, tout est fini. Les bâtiments, les sculptures, les décorations. Ce sont de longues journées de travail. Mais comme ça, tout est fait en un minimum de temps. En fait, tout disparaît. Et il faut tout recommencer l'année suivante. Cela nous donne la possibilité de changer l'hôtel chaque année. On change aussi la décoration. Donc si vous revenez l'année prochaine, vous verrez quelque chose de complètement différent. Cette année, c'est la vie sauvage, avec la faune et notamment les ours. Hôtel des Neiges, moto des Neiges. Dans le Grand Nord, il faut s'adapter. On ne connaît pas leurs origines avec certitude, mais leur présence est prouvée en Scandinavie depuis 10 000 ans. Les Samis forment une minorité ethnique répartie sur 4 pays d'Europe du Nord. Après une longue période de nomadisme, ils sont aujourd'hui presque tous sédentarisés. Lapon est un terme qu'ils préfèrent éviter au profit du mot Sami, leur nom officiel. Le troupeau de rennes est la principale richesse des Samis. La transhumance est moins longue qu'à l'époque du nomadisme, on parcourt moins de distance et les motoneiges facilitent les déplacements.
Pas de danger qu'un animal s'éloigne et s'égare. Les rennes ne s'éloignent pas du troupeau parce qu'ils se sentent protégés par le groupe. L'instinct grégaire protège des animaux qui se nourrissent essentiellement de lichen. Les chiens de traîneau. Un moyen écologique pour se déplacer sur la neige. Quelle que soit leur race, les chiens d'attelage ont une silhouette et des comportements qui rappellent le loup, leur ancêtre. Le maître doit composer avec le chien dominant. Le groupe est structuré comme une meute, avec une hiérarchie dans laquelle l'homme ne peut interférer. Le gouvernement d'Oslo a reconnu que les Samis faisaient bien partie de la société norvégienne. Depuis les années 1960, les Samis perpétuent leur propre culture. Leur campement a servi de modèle au Samdigi, le parlement Sami, dans la capitale Sami, Karasjok. Lors de l'inauguration, le roi de Norvège a affiché son soutien à un peuple longtemps laissé pour compte. Les attributions du Parlement concernent bien des domaines. On s'occupe surtout des problèmes fonciers, des droits de pêche, du pétrole et du gaz. Un fonds dédié au peuple sami a été créé par le Parlement norvégien et sa gestion a été confiée au Samdigi. Les sommes engagées doivent servir à différentes mesures prises en faveur de la langue et de la culture. Beaucoup de Samis ont en effet été privés de scolarité. Mais les temps changent. Les Samis ne sont plus nomades, mais leurs traditions ont survécu bien vivantes. Le regroupement autour d'un feu de bois est une habitude, quelle que soit la saison. Les vêtements et les accessoires ne sont pas démodés. À l'origine, on ne portait pas de chaussettes dans la botte traditionnelle. La chaussure était fourrée d'herbes sèches. En raison de leur vie nomade, les Samis n'ont pas développé d'artisanat nécessitant un matériel lourd. Un atelier d'orfèvrerie s'est installé ici, permettant la création de bijoux Samis. Regina Yule. On est les premiers fabricants de bijoux en Laponie à travailler pour les Samis. On est bien acceptés car on fait des bijoux pour eux et avec eux. Auparavant, les Samis devaient aller acheter des bijoux loin de chez eux. Les Samis ne portent plus le costume traditionnel au quotidien. On le porte aux grandes occasions comme la fête de Pâques, qui donne lieu à un grand festival. Le coupe-fin traditionnel, un petit morceau de viande de renne séchée. Idéal avant la course de rennes. Le départ est donné. Pas facile de garder la ligne droite. La trajectoire est pleine de surprises. Le plus dur, c'est parfois d'expliquer aux rennes que la course est finie. La motoneige ne sert pas uniquement à rassembler le troupeau de rennes. Elle procure aussi des sensations fortes. En compétition, les Scandinaves figurent parmi les meilleurs pilotes mondiaux. En respectant un minimum de consignes, il ne faut pas être un pilote chevronné pour s'essayer à la motoneige. Une règle importante, restez groupés pour ne pas s'égarer sur les vastes étendues neigeuses.
La motoneige est parfaitement adaptée aux grands espaces de la Laponie norvégienne, la province la plus au nord du pays. Ici, la végétation a presque complètement disparu. Les repères se font rares et la présence humaine intrigue les curieux. Côté est, la ville russe de Mourmansk n'est pas loin. La Norvège partage 200 km de frontière avec la Russie. Le Jarfjord est immobilisé par la glace. Pas complètement. Une partie de la surface n'est pas gelée. Il n'est donc pas impossible de pêcher, mais dans des conditions un peu particulières. Il faut d'abord trouver un endroit qui résiste au poids de l'homme. Pas de problème, c'est solide. Du moins, en apparence. Heureusement, les témoins ne sont pas nombreux. On s'en sort comme on peut. Il vaut mieux revoir la technique et s'équiper sérieusement. Cette fois, c'est la bonne. À la surface, l'attente est longue. Des bulles finissent par apparaître. Et voilà, une pêche impressionnante. Des crustacés énormes qui adorent les eaux froides de la région. Un crabe royal de la mer de Barents. L'eau maintenant est à 2 degrés. Des conditions difficiles, mais une fraîcheur garantie. On vous sort des crabes tout frais de la mer, et une demi-heure plus tard, vous les retrouvez aussi frais sur un buffet. Le crabe royal rouge de Norvège peut peser jusqu'à 15 kilos, un poids bien supérieur à ce que l'on pêche en Alaska, le principal pays producteur. L'express côtier arrive au bout de son long voyage. Dans une baie du Varangerfjord se blottit la ville de Kirkenes. Distance d'Oslo, 2500 km par la route. Le port abrite notamment les chalutiers spécialisés dans la pêche au crabe royal. En automne, la durée du jour est déjà très limitée. À la fin novembre, le soleil se lève vers 10h20 et se couche moins d'une heure plus tard. Une petite heure pour se déplacer à l'aide du traîneau. À Kirkenes, qui dit traîneau dit chien. Les chiens de traîneau sont engagés dans la Pasvik Trail, une course de plus de 300 km. Il faut s'habiller chaudement. Un conseil valable pour les hommes comme pour les animaux. Une fois l'attelage composé, il est interdit de le changer. Il y a 56 traîneaux et à peu près 500 chiens. Une fois les traîneaux partis, on n'a pas le droit de rajouter des chiens. Si des chiens se détachent, on ne peut pas refaire l'attelage avant le checkpoint. La course se déroule sur 2 à 3 jours. Elle est ouverte à tous. Tout le monde peut s'inscrire, même sans expérience. Deux qualités essentielles, un bon sens de l'équilibre et la capacité d'affronter un temps de chien. Le yoik, le chant des Samis, ne demande aucun accompagnement.
Les paroles sont souvent improvisées, sur des thèmes simples comme le miroitement d'un lac ou la majesté de la montagne. Toute la Norvège se retrouve dans le chant épuré des Samis. Le pays entier rend hommage à sa nature intacte. De jour comme de nuit, le pays baigne dans une lumière irréelle qui éclaire les chemins du Nord.